Voilà, donc on va commencer la séance de l'après-midi. C'est assez difficile parce que tout le monde doit parler et on va vous demander de respecter les temps. Donc François va être très strict. Donc il est secrétaire, il est à la fois secrétaire et en plus il est chargé de faire respecter les temps. Donc le temps c'est vous. L'exercice est particulier, donc vous aviez compris, bon, c'est une expérience, puisqu'on est dans toutes ces sociétés très nombreuses, sur un sujet qui est complexe et qu'on n'a pas l'habitude de traiter forcément. Donc l'idée était la suivante, c'est de laisser tout le monde parler, bien sûr, en favorisant les échanges. L'idée étant que chacun puisse s'exprimer, mais soit aussi pondéré par les autres spécialités présentes. Donc l'idée, on a dit 3 diapos, s'il y en a 4, on la regardera quand même, mais il faut respecter ces 5 minutes, parce que sinon ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous ont des trains, des avions, je crois qu'il faut qu'on soit strict pour qu'à 5 heures, on puisse quitter les lieux. Donc si vous voulez bien, on essaye tous de s'y tenir. Donc on a des très très durs présidents qui vont clocher. C'est ridicule, mais ça permet d'avancer. Enfin, je ne sais pas comment on fera, mais voilà. L'idée, c'est que chacun s'astreint. Et les questions, on fait tous courts, et des questions courtes, des réponses courtes. Donc je commence par arrêter de parler et demander au premier. Voilà, donc on va suivre l'ordre. Donc c'est Patrick Ritz qui commence. Et donc tu as 5 minutes de présentation et laisser 5 minutes pour la discussion. Voilà. Alors, tu es filmé, hein. Tu es filmé et enregistré. Et enregistré. J'ai pas de On m'avait dit pas de diapo. Non, on avait dit à chacun, il fait comme il le souhaite, diapo ou pas diapo. Hein. 5 minutes de présentation, 5 minutes de discussion. Donc j'ai pas préparé de diapo, je vous prie de m'en excuser. Bonjour tout le monde, je suis ravi ça compte pas dans mon temps, je suis ravi d'être là, c'est la 2e fois. Donc je vous ai préparé, j'ai travaillé sur les complémentations nutritionnelles avant-après la chirurgie et je vous ai préparé une synthèse en 10 points. Premier point, il y a des recommandations de l'HAS en 2009 qui disent que la supplémentation en micronutriments doit être systématique et qui précisent quand et comment faire la surveillance. Ça, c'est écrit déjà. 2. Cependant, en 2008, Gasteiger, dans une étude qui est très très bien faite, montre que malgré une supplémentation plutôt généreuse et prescrite de façon systématique, 2 ans plus tard, 2 ans après la chirurgie, 98% des patients ont quelque chose qui manque. Et que ce manque, c'est le plus souvent de la B12, 80% des cas, du fer ou du calcium, vitamine D, 60% des cas, et des folates, 45% des cas. À mon avis, cela renforce la nécessité de la surveillance, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prescrire un complément pour penser qu'il n'y aura pas de carence ou de déficit. 3e point, les besoins qu'on ne sait pas encore tout à fait évaluer en micronutriments sont très supérieurs aux apports nutritionnels recommandés. Et donc on ne peut pas s'appuyer sur ces apports nutritionnels recommandés pour dire on va donner, je sais pas, 15 mg de fer, etc. Les doses sont beaucoup plus importantes et en particulier pour la vitamine D où on ne sait pas très bien où on va parce que malgré parfois des très grandes doses, eh bien on arrive jusqu'à 80% de patients qui ont un déficit en vitamine D. 4e point, les carences préexistent à la chirurgie et donc doivent être corrigées et c'est la recommandation de nombreuses sociétés savantes. 5e point, ces carences font courir un risque très important en termes de santé. C'est la maladie métabolique osseuse avec des conséquences dans longtemps. Pour le moment, on ne les voit pas, c'est calcium, vitamine D. C'est les conséquences neurologiques et les encéphalopathies, B1, B12, cuivre. C'est la perte de qualité de vie sur fatigue et anémie. C'est le risque pour la croissance si on opère des adolescents. C'est le risque pour la grossesse, car il y a et il y aura des grossesses. Et c'est le risque des seniors. Alors j'appelle seniors les gens qui sont entre 60 et on va dire 75, dont vous savez que les indications sont possibles et dont on ne sait pas quel va être l'effet de l'âge, du vieillissement et de la chirurgie en termes de besoins en vitamines, et on n'a rien dans la littérature à cet égard-là. 6e point, et ça c'est nouveau, les chirurgies malabsorptives ne sont pas les seules concernées par les carences. On commence à voir des séries, des essais randomisés sleeve versus bypass, où il y a aussi, même si c'est moins,
des carences dans les chirurgies malabsorptives. 7e point, les outils que l'on va développer, les procédures, par exemple, faire des procédures bloquées quand un patient opéré reçoit du glucosé, il doit avoir de la vitamine B1. Quand un patient opéré vomit, il doit avoir de la vitamine B1, de façon à ne pas laisser aller des encéphalopathies qu'on devrait être capable d'éviter. L'information et la formation des patients, l'information quant au risque, mais aussi quant à l'alerte, c'est-à-dire alertez-vous, alertez-nous si, sont des pistes de travail qu'il nous faut, à mon avis, poursuivre. Le 8e point, c'est une proposition. Compte tenu de ce risque, même si cela ne touche que pour certaines carences un petit nombre de gens, du besoin de surveillance, et face à l'augmentation du nombre d'interventions, aux bénéfices de la chirurgie, au retour sur investissement qu'on peut espérer dans certaines pathologies, je propose que c'est dans ces indications-là, les supplémentations soient remboursées, en particulier dans les populations à risque que sont, par exemple, grossesse, seniors, adolescents et les précaires, puisqu'on peut imaginer que même à 15 € par mois, ce soit un coût réel ou perçu comme tel par les personnes. Deuxièmement, que dans ce contexte, il y ait aussi un remboursement des dosages, parce que tous les dosages vitaminiques ne sont pas remboursés. Alors nous, à l'hôpital, on les fait au fur et à mesure des consultes, mais à un moment donné, on va nous demander si le prix à 23 € de la consulte n'est pas tout à fait ridicule par rapport au prix du dosage. 9e proposition, les recommandations HAS ont ignoré les nouvelles procédures, sleeve, alternatives à la chirurgie, endobarrière, ballon. Les nouveaux dosages, on voit apparaître des carences en vitamine A et en cuivre qui n'existaient pas à ce moment-là. Donc il y a besoin de réviser ces recommandations et cette société pourrait porter une réanalyse de la littérature avec des critères très drastiques. Enfin, plus de recherche est nécessaire et on sait que c'est le cas calcium, vitamine D parce que c'est vraiment un trou de connaissances, zinc et cuivre parce que c'est nouveau, les populations à risque. Et puis cette idée de plus le temps passe, plus on est à distance de la chirurgie, plus il y a de carences. Et comme on n'a pas beaucoup de séries à 5 ans et à 10 ans, il nous faudrait beaucoup plus de recherche ou de stratégie de cohorte, etc. pour ça. Voilà mes 10 points. Parfait. Merci beaucoup. Tu as presque tenu le temps. Donc on a un petit peu de temps pour discuter sur ces problèmes de carence en vitamines ou en nutriments. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc c'est pas remboursé. Donc c'est ça le problème, c'est que finalement donc les vitamines ne sont pas remboursées, les dosages ne sont pas remboursés. Donc il faudrait que ce soit remboursé. Il faudrait que ça le soit. Dans cette indication-là, je pense qu'il n'y a pas de discussion, puisque on dit que ça doit être systématique, et malgré le systématique, en admettant que tous les patients le prennent, en admettant. C'est clair que les moins observants ont plus de carences, mais quand même, parmi les observants, il y a des carences. Donc on ne peut pas dire c'est systématique, mais je ne vous rembourse pas. On reste à ce moment-là dans l'idée que c'est une chirurgie facultative, etc., alors que les évidences sont accumulées pour dire que c'est un outil de traitement de certaines pathologies. Les carences en fer, là, c'est très fréquent. Donc est-ce que vous faites beaucoup de fer injectable, choses comme ça? On en fait. On monte les doses. Grosso modo, la dose, c'est minimum 80 mg, assez souvent 160 mg de tardiféron. Il nous arrive de mettre du fer injectable. Ce qui est un problème, parce qu'on ne peut le faire qu'à l'hôpital, cette affaire. Enfin, qu'en institution. Allez-y. J'ai une question. Vous nous dites qu'en termes... C'est une réflexion en termes de recommandations. Vous nous dites que les doses, visiblement, ce ne sont pas les doses qui sont celles de la population générale et qu'on ne connaît pas aujourd'hui, si j'ai bien compris, les doses qu'on devrait utiliser. Alors c'est là où je suis un peu arrêté, c'est faire de la recommandation qui est généralement générique. Alors si on n'a pas les doses, c'est pas évident. Vous voyez, de faire de la recommandation, à part, je vois la recommandation qui existe, qui dit qu'il faut suivre. Alors ça pose la question des doses, on ne connaît pas les doses, on va rester un peu... on n'aura pas de réponse dessus, et ce qui peut induire aussi une question sur le remboursement. Alors je pense que les doses, on pourrait s'en sortir, parce que quand on fait une analyse superficielle de la littérature comme je l'ai faite là, enfin superficielle plus, on s'aperçoit quand même qu'il y a des études
où la prévalence des carences est moindre. Donc ce que j'aimerais que l'on puisse faire, c'est mettre côte à côte toutes les études où les prévalences sont faibles et analyser s'il y a des apports, si vous voulez, en métarégression qui permettraient d'approcher le QSP, ne pas avoir de carences ou réduire les carences. Et il y a des données dans la littérature, mais je n'ai pas fait ce travail. Christine Poitou. Oui. J'appuie complètement ce que tu dis sur le besoin de cohorte et de suivi des patients. Il y a notamment, par exemple, des situations à risque, comme tu en as parlé, de la grossesse, où finalement, on n'a même pas vraiment encore bien la vision de quelles sont les normes des dosages biologiques pendant la grossesse. Et je pense que là, il y a vraiment un travail commun à faire sur, d'abord, comment interpréter les dosages biologiques pendant la grossesse, parce qu'il y a quand même un enjeu important pendant la grossesse, on le sait, et quelle supplémentation. Donc on a fait un peu, déjà nous, ce travail à Paris à la Pitié, mais il faut vraiment qu'on arrive à faire ça en commun et sur des cohortes beaucoup plus importantes de suivi, quoi, parce que ça me paraît vraiment un enjeu important. Qu'en est-il de l'absorption du fer dans les montages malabsorptifs? Est-ce que tu peux prescrire quand même du fer par voie orale, ou tu es obligé de prescrire des présentations différentes, ou des présentations par voie veineuse, comme tu l'as dit? Pour te donner une idée, avec le fer, on est à une prévalence des carences, quand c'est supplémenté de façon systématique, qui est quelque chose autour de 50%. En oral, ça veut dire qu'il y a 50% des patients pour lesquels ça doit être suffisant. Alors parmi les facteurs, il y a bien sûr cette histoire de fer ferreux, fer ferrique, acidité, etc. Mais il y a le dégoût des viandes de certains patients, qui fait que s'ils ne mangent pas de viande rouge, c'est la seule source en fer qu'ils pourraient avoir, ils ne l'ont pas. Enfin, de fois, c'est un truc un tout petit poil compliqué. Mais on y arrive pour certains patients, et pour d'autres, voilà. Je suis assez d'accord sur, Jocelyne raison, je suis assez d'accord sur la prédiction du risque de carence nutritionnelle. Mais l'autre inconvénient que je pressens de la part des patients, c'est qu'ils racontent qu'ils ont 14 comprimés à avaler et que c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte de polypile en fonction du risque de carence que l'on aurait déterminé en préopératoire, plus facile à prendre, donc peut-être remboursable, et puis en fonction des surveillances, ajouter du fer, enfin bref, la correction. Alors j'avais travaillé avec un labo à ce sujet-là. Il y a un problème d'encombrement stérique, c'est-à-dire que quand on dit il faut 2 grammes de calcium, parce qu'on n'est pas loin de 2 grammes à l'heure actuelle, on ne peut pas mettre un gros cachet. Tu vois, si tu mets déjà 2 grammes de calcium, quand tu rajoutes et ça, tu arrives très rapidement à un très gros cachet. Voilà. Donc on a entendu la cloche. Une dernière question alors. I'm sorry, I can follow quite a lot of the arguments here, but my thesis was actually about carence after bariatric surgery, and I do like numerous randomized controlled trials about it, and I think that perhaps one of the most important examples that we can use is England, because multivitamins there's one supplement that is reimbursed. And that leads to a significant drop already. That's a standard multivitamin that you and I would use, but that already leads to a significant drop. It halves around the number of deficiencies in England compared to other countries. It's another country, but they are quite similar to, for example, the Dutch. But we also know that when we give higher dosages for free, that compliance is approximately 90%. And in smaller studies, up to 300-400 patients, we see that the number of deficiencies, so excluding vitamin D, because you need additional cholecalciferol to treat that, you see the number of deficiencies drop to somewhat like 20% of what it was prior to giving it them for free. So I think you make a very interesting point of reimbursing it. Everything that is reimbursed seems to add, especially to the compliance. Not everybody will take it. But making a second step toward what is especially reimbursed is also very important, because you can make a lot of money with it as an insurance company, because when one patient comes back into your hospital with a deficiency that costs similar, at least in the Netherlands, of 6 years of the use of a specialized multivitamin. So one deficiency in the Netherlands costs like 6 years of the use of a specialized multivitamin.
Yeah, thank you for your point. Merci pour votre avis. J'ai compté juste comme ça 44 000 procédures par an, 10 euros par mois, égale 440 000 euros par mois. Donc c'est une dépense modeste, comme vous le dites. Une hospitalisation pour une encéphalopathie, à mon avis, c'est... Bien. Donc, exactly. On avance un petit peu. C'est quand même, on sera toujours frustré parce que manifestement chaque sujet pourrait durer une journée. Donc je pense qu'on va vous satisfaire de ce format. On aura un document de travail initial, on pourra l'amender. François, tu peux parler dans le micro. Pardon, il va falloir qu'on se restreigne à nos 10 minutes chacun, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, Voilà, on sera tous frustrés à chaque intervention, mais il faudra quand même qu'on s'y colle. Donc question courte, réponse courte.